Chers collègues, après notre échange de vues qui se tenait ce matin sur les suites de notre table ronde du 8 avril consacrée à l'application de la loi du 13 avril 2016 sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel, 5 ans après son adoption, nous accueillons ce matin en visioconférence Linda et Jean Arcelin, co-auteurs du livre « L'Ange de Pigalle », paru chez XO Éditions en mars dernier. Donc vous voyez, nous avons de très bonnes lectures au Sénat. Ce livre est le témoignage de Linda, née en 1943 dans les Ardennes, qui a connu 50 ans de prostitution à Paris. Elle vit aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes et a définitivement tourné la page de la prostitution. C'est le côté azur du livre. Voilà, c'est pour ceux qui ont lu, voilà, ça leur parlera. Je rappelle à toute fin utile que notre réunion fait l'objet d'un enregistrement vidéo et d'une retransmission en direct sur le site internet du Sénat. Je tiens à vous remercier, Linda, ou peut-être dois-je vous appeler Paulette, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez traversé de nombreuses épreuves et je vous trouve très courageuse, véritablement, de témoigner aujourd'hui de votre expérience à visage découvert en compagnie de Jean Arcelin qui a recueilli vos paroles et écrit ce livre avec vous. Je l'ai lu presque d'une traite en réalité. Il y a eu les 4 heures de train, plus la séquence « Je rejoins mon logement » et j'ai poursuivi jusque tard dans la nuit. Ce n'était pas pour une séance de nuit, mais c'était pour finir ce livre il y a une dizaine de jours. Et donc, je le recommande à mes collègues et juste après la réunion, ma voisine repartira avec pour sa lecture du week-end. Voilà. C'est une lecture poignante. Vous y décrivez notamment l'engrenage qui vous a amené à vous prostituer lorsque vous aviez à peine 20 ans et à continuer pendant plus de 50 ans. On retrouve malheureusement dans votre histoire beaucoup de traumatismes qui amènent des femmes à se prostituer. Une grande précarité, une agression sexuelle subie alors que vous étiez enfant, une mauvaise rencontre, une emprise exercée par un proxénète, en l'espèce votre propre mari, le décalage entre les sommes récoltées et les salaires à l'usine, le sentiment, après quelques années, qu'on ne sait faire que cela. La société n'a malheureusement pas été en capacité de vous protéger, déjà très jeune, suite à cette agression sexuelle. Parfois, ceux qui auraient dû vous venir en aide ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, vous avez choisi de témoigner, notamment afin d'avertir les jeunes filles des dangers de la prostitution, de cette illusion d'un argent facile, de cet engrenage qui peut si facilement s'enclencher. Comme vous l'écrivez, vendre son corps, c'est prendre le risque d'ouvrir une plaie qui ne se referme jamais. Vous souhaitez aussi nous interpeller, nous femmes et hommes politiques, et vous nous appelez à protéger les femmes vulnérables des réseaux et à arrêter, je vous cite, l'esclavage, la violence, la contrainte et la traite des êtres humains. C'est aussi pour cela que c'est important pour nous d'entendre votre témoignage, puisque vous avez connu toute l'évolution de la prostitution depuis les années 60, et peut-être pourrez-vous aussi nous donner votre vision des évolutions des pratiques, notamment avec l'arrivée de femmes de plus en plus jeunes et venant de plus en plus loin, l'influence d'Internet, le poids des réseaux, car la prostitution a évolué et la loi devrait aussi en tenir compte. Alors, vous m'avez posé une question avant que l'enregistrement vidéo se lance sur comment j'avais trouvé votre livre. Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé très bien écrit. Il se lit très facilement et ce n'est pas toujours le cas dans le cadre de témoignages. Donc, je vous remercie pour cette lecture agréable. Mais derrière cette lecture et cette belle écriture, il y a beaucoup de violence, évidemment. Je vous ai trouvée très courageuse. J'ai dit que ça me donnait envie de vous connaître parce que vous étiez aussi, tout le long du livre, d'une grande générosité. Et ça, c'est ce qui malgré la souffrance, malgré les situations que vous avez pu connaître au quotidien, votre générosité, vous ne l'avez jamais quittée envers votre famille pour la protéger et envers les amis qui ont pu vous soutenir tout au long de votre parcours.
Et la rencontre que vous faites avec l'amour de votre vie, de jeunesse, à la fin, c'est aussi poignant. Donc, merci pour ce bel élan de générosité. Je sais que votre rêve, c'était d'aller vivre dans le Sud. Vous êtes dans le Sud. Ben, écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans le Sud. Et j'ai 3-4 collègues autour de moi ou les membres de la délégation qui avaient aussi acheté le livre et qui l'avaient déjà lu. Donc, merci pour ce témoignage. Hélas, je dirais hélas quand même, comme je l'ai dit dans le propos liminaire, vous cochez toutes les cases lorsqu'on parle de statistiques de la prostitution. Et on avait une réunion juste avant, puisque nous avions organisé une table ronde pour faire un point sur l'application de la loi il y a quelques instants, à 9h. Et ce qui est dramatique, c'est que je vais juste dire un chiffre et je vous laisse la parole ensuite. L'âge moyen d'entrer dans la prostitution aujourd'hui est de 14 ans. Et la prostitution des jeunes connaît des progressions extrêmement importantes. Et la loi est très mal appliquée. Donc je vous cède la parole, Linda ou Paulette ou Monsieur Arcelin. Et merci vraiment d'avoir répondu à l'invitation de la délégation. Nous sommes tout à l'écoute de votre témoignage, Madame. Oui, je pense que maintenant, comme vous dites, il y a beaucoup de prostituées qui sont très, très jeunes, qui commencent à 14 ans. Moi, j'ai eu des clients qui allaient des étudiantes de 16 ans et pour s'acheter, pour acheter des choses. Elles ne se rendent pas compte, mais je pense que la jeunesse ne voit plus la prostitution comme si elles avaient vécu ce que j'ai vécu quand j'ai débuté, elles ne se seraient jamais prostituées, vous pouvez me croire. Parce que la prostitution à cette époque-là, c'était dramatique. Hein. J'ai fait jusqu'à 100 passes par jour, moi. Et après 35 passes tous les jours maintenant, elles font sur tout ça à cause d'Internet. Sur Internet, vous regardez, il y a beaucoup de jeunes filles, même beaucoup d'étudiantes aussi, qui se prostituent. Et je ne sais pas comment on pourra régler ce problème-là, parce que après elles commencent et ça devient un engrenage. Elles ont pu s'acheter ces chaussures-là, cette robe-là, et puis ça continue, puis la prostitution, de toute façon, c'est un engrenage. Une fois qu'on commence, et ça continue toujours. J'en connais pas qui sont partis prostituées à 25 ans. Elles partent toujours à mon âge, ou alors elles meurent sur le trottoir. J'en ai connu aussi qui sont morts sur le trottoir. Et la prostitution, c'est... je ne sais pas comment vous pourrez résoudre le problème de la prostitution avec les jeunes de maintenant, parce que les jeunes maintenant ne considèrent plus la prostitution comme on l'a considérée à mon époque. C'était affreux. On était considérés comme vraiment des... on n'était rien du tout. Maintenant, c'est devenu d'une telle banalité que voilà, je pense. Mais moi, je voudrais leur dire à ces pauvres filles qu'il ne faut jamais commencer comme ça, parce que après, ça sera toujours. Elles ont besoin d'argent, une petite annonce Internet, et puis allez, ça y est. Voilà, ça se passe comme ça maintenant. Ouais. Je le sais, moi. Je le sais, puisque j'avais des clients qui y allaient. Il me disait, elle avait 16 ans. Je lui dis, mais tu devrais avoir honte. Une gamine de 16 ans, tu te rends compte? Mais il me dit, elle met toujours des petites annonces, et puis voilà. Ça se passe comme ça. Donc, c'est très difficile avec la jeunesse maintenant de résoudre le problème de la prostitution des jeunes. Bonjour, quand j'ai rencontré... Bonjour, monsieur. Quand j'ai rencontré, en fait, Paulette s'appelle Arlette. Oui, je m'appelle Arlette. Oui. Parce qu'au début, en fait, elle voulait... ma fille ne savait pas. Arlette voulait garder son anonymat. Et donc, j'ai transformé Arlette en Paulette. Linda est son vrai nom professionnel, voilà. Mais le vrai prénom de Paulette, c'est Arlette. Et quand j'ai rencontré Arlette, une de ses motivations, parce qu'elle a un petit-fils de 16 ans, donc la jeunesse l'intéresse beaucoup, c'était justement d'offrir un témoignage, un destin de vie
qui est sur la prostitution, mais je pense qu'elle est aussi sur toutes les femmes qui vivent dans la violence et dans la contrainte. Offrir un témoignage pour justement montrer ce que c'est que la prostitution. Et il y a une chose, moi, qui m'a frappé, c'est que ce dont souffrait le plus Arlette, c'était du mensonge. C'est-à-dire de passer toute une vie dans le mensonge et dans la honte. Parce que les jeunes qui se prostituent, parce que peut-être que la sexualité est aussi banalisée à travers la pornographie et d'autres choses, n'ont pas conscience, je pense, que se prostituer, même une fois, c'est vendre quelque chose, c'est un peu inexplicable, mais c'est peut-être vendre quelque chose de l'ordre du sacré, de l'ordre de l'invendable. Et après, on porte une honte qui est ineffaçable. Ah oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'une des motivations d'Arlette, c'était justement d'offrir un témoignage de prévention. Ben oui, parce que bon, elles sont seules, mais elles peuvent tomber aussi après sur un garçon comme moi j'ai connu, ça peut leur arriver. Hein, sur Internet, elles passent une petite annonce et puis elles peuvent tomber sur quelqu'un qui là, va les entraîner dans la prostitution toujours, toute la journée, pas qu'une fois ou 2 fois par mois, vous comprenez? Et moi, c'est ça que je veux leur dire, parce que ça peut très bien arriver. Moi, j'en ai connu d'ailleurs. Alors, donc, cette jeunesse ne se rend pas compte du danger dans lequel elles se mettent quand elles rentrent dans la prostitution. Il y a tout un travail de prévention à faire qui me paraît très important. Voilà. Parce que, alors, je ne suis pas un spécialiste de la prostitution. Moi, j'ai toujours... mon précédent livre portait sur les EHPAD et dénonçait la réalité des EHPAD. J'aime toujours écrire un peu comme un roman, des choses qui sont vraies et dénoncer une réalité sociale. Et par contre, les quelques femmes prostituées que j'ai pu raconter, après on est devenus amis avec Arlette parce que j'adore cette femme, j'ai remarqué qu'il y a 3 éléments qui amènent à la prostitution. Madame l'a évoqué, c'est souvent l'abus sexuel. Je pense qu'il faut une forme de mépris pour son propre corps, pour se prostituer. Ensuite, il y a toujours une fragilité, une vulnérabilité quelle qu'elle soit. Ça peut être bien sûr la misère, ça peut être l'innocence. En l'occurrence, je pense que pour Arlette, c'était l'innocence totale. Parce que le début de la prostitution commence dans les années 60. Et après, il y a toujours une mauvaise rencontre. Et donc, il y a ces 3 éléments-là qui font que, eh bien, on peut basculer, une vie peut basculer dans la prostitution. Moi, ce qui m'a fasciné dans cette histoire de vie, dans ce destin, Arlette est née en 1943 comme ma mère, et j'avais l'impression que beaucoup d'autres femmes qu'Arlette aurait pu basculer à sa place dans la prostitution. Nous avons eu un reportage, je ne vous dirai pas, et la journaliste s'était mise à pleurer, tu te souviens? Oui. Elle a dit ma mère a failli basculer dans la prostitution comme vous. Elle m'a dit, c'est ça qui m'a beaucoup ému, et vous voyez, moi, il n'y avait rien. La prostitution, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu être prostituée un jour. Ouais. Et je suis tombé sur un garçon qui m'a massacré. Je suis marqué de partout. Et qui m'a obligé à me prostituer. Et pourtant, je voulais me suicider. J'étais tellement dégoûté de moi que je voulais me suicider. Mais bon, j'ai été sauvé, mais moi j'avais honte de moi, de vendre mon corps pour de l'argent. Ça me dégoûtait. Je préférais, encore quand je travaillais à l'usine, j'étais beaucoup plus heureuse. Et là, je ne voyais que des choses, des hommes qui vous demandent des choses inimaginables. Je me disais, mais cette chose est fou. Vous savez, j'avais pris un petit chat, je lui avais dit, Paris c'est beau, mais les gens, ils sont
complètement cinglé. J'avais dit à mon chien, parce que je pouvais parler qu'avec lui, parce qu'avec mon tortionnaire, là, je pouvais rien dire, parce que je prenais que des coups. Mais la prostitution, c'est ça. Puis après, vous avez votre corps, là, le soir, j'étais dégoûté de me sentir, de me voir. Vous voyez, c'est ça. Mais maintenant, je ne sais pas si les jeunes, elles sont comme moi j'étais, mais moi, je me dégoûtais. Quand je me regardais, je me disais, mon Dieu, oh là là, j'avais honte de moi, honte de mon corps, honte de tout, quoi. C'est vrai? Je crois que c'est une tâche. Ouais. C'est une tâche et une honte. Ouais. C'est ça qu'il faut dire aussi aux jeunes. C'est presque... Parce que je crois que c'est vendre quelque chose de sacré. Et c'est quelque chose qui ne part pas. Ouais. C'est une honte, je crois, qui ne part pas, qui reste avec vous le reste de votre vie. Et c'est ça, je pense que et à la fin du livre, il y a justement cette scène à laquelle j'ai assisté, qui m'a bouleversé. C'est quand tu retrouves Jean, ton premier amoureux. Et en rentrant dans cette maison, on a été accueillis par la femme pour laquelle il avait quitté Arlette. Et c'est vrai qu'on a le vertige de se dire, cette femme, ça pourrait être Arlette. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est la mauvaise rencontre et la bascule d'une vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tellement naïve. Moi, je n'ai jamais voulu coucher avec lui. Je voulais être vierge. Moi, vous comprenez, ma mère m'avait dit, faut pas qu'un garçon il touche, tu seras enceinte. Alors, je ne voulais pas coucher, puis il est tombé sur une fille qui a couché. Il l'a mise enceinte, il m'a dit, je suis obligé de me marier. Elle est enceinte. Alors, vous voyez. Et après, quand vous vous retrouvez prostituée, alors qu'avec l'homme que vous aimiez vraiment, parce que je l'adorais, vous n'avez pas voulu coucher. Il faut vraiment être... Vous vous dites, mais c'est vraiment une connerie. Maintenant, tout le monde te touche, tout le monde alors qu'avec lui, je n'ai jamais voulu coucher. Vous voyez un peu, parfois, le destin. J'aurais dû coucher avec lui. Il a une belle maison, j'aurais eu des enfants comme je voulais. Moi, j'adore les enfants. Et vous voyez, malheureusement, j'ai eu une fille, mais par miracle, hein, parce que vous savez, lui, les enfants, ça ne l'intéressait pas. Hein. Ah non, parce que quand les enfants, après, je ne peux pas aller travailler, vous comprenez. Alors que moi, je voulais au moins avoir 3 ou 4 enfants. Vous voyez, j'adore les enfants. Alors, des fois, on gâche la vie parce que vous avez été vieille. Vous savez, à cette époque-là, les parents, ils ne vous expliquaient rien. Moi, quand j'ai eu mes règles, moi, je pleurais, je croyais que j'allais mourir. Vous voyez, le curé m'avait mis la main dans ma culotte en plus la veille, et j'ai cru que c'était à cause de lui quand j'ai eu mes règles. Ma mère, elle m'a dit, tu auras ça tous les mois. Alors, elle m'a donné les serviettes en éponge. C'était affreux à cette époque-là. Mais elle ne m'a même pas dit combien de jours ça allait durer. Moi, j'ai gardé ça pendant... J'ai dû demander à ma grand-mère. J'ai dit, Mamie, elle m'a dit, oh non, elle m'a dit, ça va durer 4 ou 5 jours. Alors, vous voyez, donc, maintenant, les filles sont beaucoup plus évoluées. Moi, on raconte tout à sa fille. Moi, j'ai dit à ma fille, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Que moi, on ne m'a jamais rien dit. Jamais. Moi, quand j'ai vu le sexe d'un homme la première fois, j'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas rentrer, ça. Vous savez, je disais, ça ne peut pas rentrer parce que quand vous ne connaissez rien, puis vous vous retrouvez prostitué, vous voyez, c'est quelque chose de... C'est affreux. Je voyais tous ces hommes-là qui me touchaient, qui me demandaient des choses. Et je ne connaissais rien. En plus, je ne connaissais rien, moi, des hommes. J'ai couché qu'avec mon tortionnaire. Je ne connaissais rien. Alors, ils vous demandent des choses inimaginables. Mais si je raconte tout ce que j'ai dû faire dans ma vie, avec les hommes, vous diriez c'est pas possible. Ben, je vais vous assurer, ils ont des fantasmes, certains complètement, des fantasmes terribles. J'en ai un avec je le piquais d'aiguilles de partout, un autre je le descendais nu avec son collier de chien, son max de Venise, et j'en ai frappé, de tout. J'étais la mère, souvent quand j'étais jeune, j'étais toujours une petite fille.
t'as quel âge? J'ai 8 ans, monsieur. Oh là là, il me dit, dis donc que ta maman, elle te croit à l'école. Et vous voyez, il jouait le fantasme. Moi, j'étais une petite fille, c'était son fantasme. Leur fantasme, c'était les petites filles. Alors moi, j'étais petite fille. Vous voyez? C'est vrai que... Après, il y en a aussi beaucoup qui ont le fantasme de la mère. Après, quand j'ai pris... maman, c'est lui. Les clients, je t'ai montré les lettres. Il y a beaucoup, ils ont des fantasmes inimaginables. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une part de... On s'est beaucoup censuré dans le livre. Il y a des passages explicitement sexuels parce que c'était l'activité d'Arlette. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup censuré. Ce que Arlette me racontait, et je suis pas... J'ai 50 ans, je suis pas né de la dernière pluie. C'est vrai que j'étais quand même très, très surpris de l'étendue du monde fantasmatique. Et on peut s'interroger, c'est vrai, sur le rôle que ces femmes peuvent jouer dans la réalisation. Je ne sais pas comment feraient ces hommes, pour peut-être qu'ils ne le feraient pas. Je ne sais pas s'il y aurait des dommages psychologiques, mais c'est quand même extrêmement surprenant, effroyable. Enfin, je ne peux pas dire effroyable parce que je n'aime pas juger, parce que ça n'est que des fantasmes en fait. Ça n'est que des fantasmes, en l'occurrence, avec une personne adulte. Mais on peut s'interroger aussi sur l'étendue de ces fantasmes et ce qu'il en deviendrait. Voilà. Oui, ça, c'est... Est-ce que vous avez des questions précises auxquelles on pourrait répondre? Tout à fait. Je vous remercie vraiment pour ce premier témoignage qui forcément vous émeut, madame. Alors, c'était ni Paulette ni Linda, c'est Arlette. Donc, après, moi j'ai lu le livre, alors peut-être que j'ai compris quand vous faisiez allusion à certaines choses. Je vais tout de suite, et lorsque vous dites que vous n'avez raconté qu'une partie des événements, les événements qu'on a eu à lire, ceux qui sont autour de la table sont quand même déjà extrêmement violents pour un certain nombre d'entre eux. Mais ce que je voudrais dire à mes collègues aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit dans mes propos liminaires, il y avait beaucoup de générosité et beaucoup de bienveillance quand même, madame, envers vos clients, qui venaient parfois aussi en couple pour... essayer d'aider la femme à apprendre des choses que son mari souhaitait, etc. Et vous aviez ce rôle de bienveillance quand même envers vos clients qui vous ont maltraité. Vous avez cité la scène des pics, là, qui est une scène assez difficile du livre aussi. Et c'est vrai que votre bienveillance, votre générosité, vous avez réussi à les maintenir, à les garder, malgré toute cette violence permanente autour de vous. Alors, je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous interroger précisément, peut-être sur des sujets. Il y en a qui sont en visioconférence. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà manifestés pour je ne vois pas l'écran. Alors, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole, Guy, peut-être ? Comment ? Oui, moi, Annick. Annick Jacques, mais qui est... donc, je ne la vois pas, c'est pour ça que je n'arrive pas... Ah, voilà, Annick, très bien. Donc, Annick Jacquemet, qui nous interroge en visio. Elle est en visio, Annick. Notre collègue Annick Jacquemet, tu as la parole. Oui, merci. Bonjour Annick, bonjour à toutes et à tous. Bonjour madame, messieurs. Je voulais dire que votre témoignage m'a beaucoup émue et je trouve que vous avez une grande force de caractère après ce que vous avez vécu. Dans tout ce que vous avez dit, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, il y a vos propos concernant les jeunes d'aujourd'hui m'ont beaucoup interpellée et voire choquée. Quand vous dites que la prostitution pour les jeunes maintenant, c'est, je ne veux pas dire que c'est banal, mais qu'elles font ça pour s'acheter une petite robe ou pour se payer quelque chose. Et je trouve qu'en arriver là, c'est vraiment, c'est dur à entendre. Et avec l'expérience que vous avez,
quelles est, à votre avis, les solutions qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait apporter, comment leur parler, comment leur expliquer, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement ces jeunes filles ne tombent pas dans ce que vous avez vécu et que vous décrivez avec des mots qui viennent du cœur, on le sent, et on sent vraiment que c'est ce que vous avez vécu et que malgré tout, et j'ai une profonde admiration pour vous, de voir comme maintenant vous arrivez à en parler et le dire ouvertement, et je crois que votre témoignage va nous aider et va aider toutes les femmes à profondément réfléchir et à avancer dans ce domaine. Voilà, merci. Alors, pour les jeunes, oui. Alors, réponds pour les jeunes. Les jeunes, vous savez, oui, les jeunes maintenant, regardez, moi j'avais des clients. Le problème, c'est quand il y a eu Internet. Moi, j'avais des clients, ils allaient voir ces filles, ces gamines, 16 ans. Et il y en a un, il m'a dit, elle m'a coûté 1 200 €. Elle lui a fait acheter un sac, je lui ai dit, mais elle se prostitue que pour pouvoir s'offrir justement toutes ces choses qu'elle ne pourrait pas s'acheter. Mais comment leur dire, moi, dans mon livre, j'essaie de dire que ne jamais commencer dans la prostitution, parce que pour elles, c'est facile. Une petite, elles font l'annonce sur Internet et puis elles se font 1 ou 2 clients dans la journée, et puis tout ça pour s'offrir des futilités, des robes, des sacs qu'elles ne pourraient pas s'acheter. Mais je pense que aussi, j'espère qu'elles ont des parents, parce que c'est surtout le rôle des parents de dire, de leur dire de les protéger, surtout, parce que si elles commencent, elles continueront toujours. Hein. Et puis vous savez, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus des gamines de cet âge-là. Et elle commence, je vous dis, celle qu'il allait voir, elle avait 16 ans, vous vous rendez compte? Elle en dit que l'entrée dans la prostitution, c'était 14 ans. Ben oui, mais c'est très bien comme ça, mais si un jour elle tombe sur un homme comme moi je suis tombé, qui les oblige à pas faire 1 ou 2 clients une fois de temps en temps, et qui les oblige à se prostituer tous les jours et à être frappés et tout ça, ça peut leur arriver. Moi, c'est ça que je voudrais leur dire. Vous faites des petites annonces, mais vous ne savez pas qui est-ce que vous allez recevoir. Hein. Si vous recevez un homme comme ça, je ne sais pas ce qui pourrait vous arriver. Voilà. Mais la jeunesse, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois qu'on en a parlé ensemble avant, il y a un travail de prévention très important. Ouais. Je crois que quand Arlette dit que c'est facile, la prostitution est banale, c'est que je crois qu'il y a vraiment une banalisation de la sexualité, déjà. À travers, je pense, la pornographie, je pense que vraiment, et puis toutes sortes de choses, même la télé-réalité, quand même extrêmement vulgaire. Si vous regardez la télé-réalité, vous mettez cette émission-là 30 ans en arrière, on pourrait dire que c'est une émission sur la prostitution. Il y a tous les codes de la prostitution. Donc, il y a quand même, je trouve, une banalisation de la sexualité, une banalisation de la vulgarité. Il y a une perte de valeur, c'est évident. Quand tu parles des parents, c'est vrai, il y a beaucoup de parents divorcés. Peut-être qu'il y a une perte de valeur. Et donc, on n'a plus de... Et il y a surtout, je pense, il y a vraiment toujours une fragilité psychologique. Et là, il y a un travail de prévention. Moi, j'ai fait des années d'études de psychologie. Je pense qu'on peut repérer quelqu'un en situation de fragilité. C'est quand même extrêmement rare. Je pense qu'il y a vraiment 3 ingrédients, je l'ai dit, hein, mais la fragilité, la vulnérabilité, alors c'est pas forcément psychologique et irrémédiable, ça peut être ponctuel. Une jeune femme peut être dans une année, dans une période de vulnérabilité. Et la difficulté, c'est que se prostituer, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, je l'ai dit déjà, mais c'est de l'ordre du sacré, de l'ordre de la... C'est en dehors de la moralité, je pense, que c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'intime. Ouais. Et il faut bien prévenir de ce danger-là. C'est-à-dire que
un sac Gucci ne vaut pas de porter cette honte très longtemps. Il y a tout un travail de prévention. Oui, mais les jeunes maintenant, à 14 ans, il y a des 3/4, elles couchent déjà. Alors, moi, à 19 ans, j'avais jamais couché. Et ça, à 14 ans, pour elle... Mais heureusement, pas toutes les jeunes femmes. Oui, il y en a beaucoup, hein, surtout à Paris, dans les grandes villes. Oui, et donc pour elle, c'est... Comme elles se disent, bon, ben, tiens, je vais lui demander ça. Ça le sent, il faut que... Et puis le type, il voit les gamines, alors ça l'excite. Et puis, voilà, moi, j'avais l'habitude... Je le sais, j'avais des clients qui allaient voir ces gamines. Moi, je leur disais, mais moi, j'aurais honte si j'étais un homme de coucher avec une fille de 16 ans. Tu te rends compte si tu te fais avoir des tournements de mineurs? Hein? Ben, vous savez, les hommes sont... Et puis, je pense qu'il faut aussi expliquer, à travers ce livre ou d'autres témoignages, ce que c'est que la prostitution. Et qu'il n'y a pas de prostitution sans violence. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait et qu'on arrête et qu'on fait vraiment de manière totalement autonome. À partir du moment où on commence à se prostituer, on prend le risque de rentrer dans un engrenage et de rentrer sous l'emprise de quelqu'un. Et donc, c'est pas quelque chose, pas penser qu'on fait ça 6 mois, voilà, pour m'acheter, je sais pas, X choses, et que dans 6 mois, j'arrête, voilà, Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un risque, et c'est pour ça ce livre, ce témoignage-là. Voilà. Alors, je vais passer la parole à notre collègue Laurence Cohen, avec qui qui est très mobilisée depuis de nombreux mois sur le sujet de la prostitution des jeunes, qu'on n'a pas encore réussi à inscrire en totalité au programme de la délégation. Donc, je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, Madame, pour votre témoignage et pour Madame et Monsieur pour ce livre, parce que je pense que ça va être un outil, entre guillemets outil, parce que c'est en tout cas utile pour essayer de faire avancer effectivement tout ce que vous avez dit concernant la prévention. Donc moi, j'avais 2 ou 3 questions à vous poser. D'abord, je pense que c'est ce qu'on disait dans la réunion qui a précédé votre témoignage, c'est qu'il y a différents aspects dans la prostitution. C'est-à-dire, il y a ce que vous êtes en train de décrire, notamment au niveau des jeunes, où on sent qu'il y a une banalisation chez un certain nombre d'entre eux de ce que c'est que finalement se prostituer. On a vu, ça touche tous les milieux sociaux. C'est important aussi de le souligner. Ça touche tous les mouvements sociaux et l'impression d'être libre et de faire ce qu'on veut parce que c'est alimenté par la presse, par des émissions, par des tas de choses. Il y a ça. Et donc, nous, on est en tant que parlementaires, on est particulièrement touchés parce qu'on constate dans nos départements, on est alertés par les préfets, par les procureurs sur une montée de cette prostitution qui est très difficile à la fois à détecter et puis à stopper. Et avec ce que vous dites, c'est-à-dire l'engrenage après, la possibilité de tomber dans des réseaux, etc., parce que ça rapporte de l'argent, énormément d'argent, la prostitution. C'est pas quelque chose pour les réseaux proxénètes. Et puis, il y a aussi la majorité des prostituées aujourd'hui qui sont des femmes qui viennent en France, par exemple, ou en Europe, attirés par soi-disant l'Eldorado, à qui on confisque les papiers et qui sont dans des réseaux de traite de personnes avec des violences absolument terribles et inouïes. Et donc, ma question, c'est que vous avez fait donc ce témoignage, dit c'est un outil. Est-ce que vous pensez... Enfin, est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous avez pensé, par exemple, d'aller éventuellement dans des établissements scolaires
pour travailler avec les enseignants pour aider à cette prise de conscience. Est-ce que ça, c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé? Et je pense notamment parce que j'avais pu travailler avec une ancienne prostituée qui s'appelle Rosen Ischer, qui a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques années parce qu'elle a participé à une marche, elle a fait de 800 km justement, et elle est cofondatrice avec Laurence Noël du mouvement des survivantes. Et elle a été prise beaucoup en charge par notamment l'association l'UNI. Et elle parle vraiment de survivante de la prostitution. Et je trouve, madame, que votre témoignage, pour moi, c'est ça. Vous êtes une survivante. Vous êtes une survivante, une résistante, une battante. Et votre témoignage est très, très fort. Donc voilà, je voulais savoir si, à la suite de ce livre, vous aviez prévu, en fait, de poursuivre en faisant, en quelque sorte, un travail de prévention, d'éducation. Et est-ce que vous avez rencontré des associations qui, non, il n'y a personne. Voilà, qui vous soutiennent. Merci beaucoup. Madame, personne ne m'a contacté parce que je le ferais volontiers, parce que, vous savez, quand je ne voudrais pas que tous ces jeunes qui ont déjà commencé à se prostituer continuent surtout, parce que, vous savez, être prostituée, on n'est jamais heureuse. Moi, je n'ai le bonheur, je ne connais pas. Alors, donc... mais personne ne m'a contacté parce que j'aimerais bien prévenir pour toutes ces jeunes filles de surtout arrêter parce que vous savez, moi de tous mes clients, parce que moi je faisais toujours les mêmes clients, donc il y en avait pas mal qui allaient voir ces gamines, mais les gamines, elles n'arrêtaient pas de se prostituer. C'est ça qui est dramatique. Mais comment les prévenir? Moi, faut les prévenir. Moi, je veux bien aller dans les écoles, leur dire ce que c'est la prostitution. Vous savez, moi, en tant que prostituée, j'ai tellement souffert. Vous savez, quand j'étais dans une maison d'abattage, je faisais 100 clients par jour. J'avais le ventre le soir, je mettais des grosses ovules noires, et ça a été terrible. Après, j'ai fait 35 clients tous les jours pendant 7-8 ans. Alors, vous voyez, donc ces gamines, moi, je voudrais bien les prévenir parce que vous savez, on n'arrêtera jamais la prostitution parce que toutes ces jeunes, elles vont toujours continuer à se prostituer. Surtout avec Internet maintenant. C'est Internet le pire. Il y a beaucoup de clients, ils ne vont que sur Internet maintenant, que les petites annonces sur Internet. Et c'est sur Internet qu'elles sont ces gamines. Voilà, et c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait trouver un moyen de faire passer ce message de prévention, tout simplement. Bah, oui. Voilà. Parce que je pense qu'on en parlait souvent, on discute beaucoup, et ne serait-ce que sauver quelques jeunes femmes de ce chemin-là, en mettant en avant des dangers possibles, ce serait pour Arlette une grande satisfaction. Ah, bah oui. Il faudrait trouver un moyen effectivement de témoigner et de mettre en avant ce message de prévention. Je ne sais pas si dans les établissements scolaires c'est le meilleur endroit, parce que je pense qu'il faut aussi sensibiliser les parents, parce que les parents ont un rôle à jouer, ou l'environnement proche, parce que c'est l'environnement proche qui peut détecter une vulnérabilité ou une tentation aussi. Mais c'est vrai qu'il faudrait trouver un moyen de propager ce message de prévention. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes. Il y a des étudiantes de province, elles font leurs études à Paris, elles ont un studio et c'est elles qui mettent les petites annonces. Et les parents, ils ne le savent pas, ils sont en province. Et puis, tout ça, ce n'est que pour s'acheter que des vêtements, des sacs, et de tout ce qui est à la mode. C'est pour ça qu'elles se prostituent. Mais se prostituer pour s'acheter une robe, c'est vrai, quoi. Moi, je me suis prostituée parce que j'étais obligée. J'ai été frappée. Regardez, moi, je suis massacrée de partout. Mais elle se prostitue pour des futilités, des sacs. Voilà, c'est ça qui est le plus grave. Parce que si elle se prostituait, parce qu'elle s'était encore dans un grand besoin qu'elles ont. Mais elle, c'est que pour des futilités.
Et c'est ça qui est dangereux. Elle continue. On va poursuivre peut-être avec les questions. Alors, juste pour rappel, en 2020-2021, 90% de la prostitution se passe par réseau ou dans les hôtels ou dans les appartements privés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Lorsque vous avez... peut-être, moi, je vais passer tout de suite la parole à Marie-Pierre Monnier et ensuite Micheline Jacques. Moi, j'aurais quand même une question parce que à ce stade de la réunion, vous avez témoigné pour ce livre qui est quand même un témoignage extrêmement personnel et poignant et violent aussi de l'enfer que vous avez vécu pour vos enfants et petits-enfants. Donc, à quel moment avez-vous pu révéler à votre famille si c'est fait, parce que là le livre il est en vente libre, comment cette révélation a été perçue par votre famille et comment ça se passe aujourd'hui cette révélation, parce que si vous n'avez pas témoigné, est-ce que ça a été un frein, ça justement, la famille pour aller témoigner si on vous l'avait demandé dans l'espace public? Et je passerai la parole à Marie-Pierre Monnier juste après votre réponse, madame. Ma famille, vous savez, mais j'ai perdu mes parents du mon âge, et j'avais ma fille, mon petit-fils, et ma fille a toujours beaucoup lu, et elle avait emmené son chien au toilettage, et elle va à la FNAC pour s'acheter un livre, et elle est tombée sur mon livre, elle a tout de suite su que c'était moi. Alors qu'elle savait rien. Et qu'elle savait rien, ma fille. Elle est tombée sur mon livre et elle a vu, parce que ma fille a toujours pensé. Et donc, ma fille a toujours pensé que je ne l'aimais pas. Quand elle était enfant, je n'étais pas là, puisqu'ils vivent à Bruxelles et moi, je travaillais à Paris. Alors, ma fille, elle me voyait. Je devais travailler 2 mois pour avoir une semaine de vacances. Alors, elle me voyait tellement peu qu'elle a toujours pensé que j'étais complètement indifférente, que je ne l'aimais pas. Et quand elle a lu mon livre, elle a tout de suite su. J'ai fait des dépressions nerveuses. Je faisais des crises de spasmophilie. Je n'étais jamais bien. Alors, et lui, il lui disait que j'étais folle. Ta mère, elle est folle. Je faisais des dépressions nerveuses. Ça n'a jamais. Et là, elle a compris elle a tout compris. Elle a vu ma vie. Elle s'est remémorée tout ça. Et alors, elle m'a dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Alors, vous voyez, donc, avec ma fille, ma fille, maintenant, je la vois toutes les semaines, que parfois, pendant 3 mois, je ne la voyais pas. Et maintenant, toutes les semaines, elle m'appelle tous les jours. Et pour moi, ça a été formidable. Et elle m'a fait une lettre extraordinaire. Elle m'a dit, ma maman chérie, quand je vois tout ce que tu as subi, si j'avais la lettre, j'ai pas pris, mais c'est dommage. Mais elle m'a écrit une lettre et elle a compris pourquoi j'étais jamais là, pourquoi j'avais toujours des coups qu'elle m'a vu prendre. Vous voyez, donc ça va beaucoup, beaucoup mieux avec eux, avec ma fille maintenant, et même mon petit-fils. Maintenant, Merci. C'est un apaisement, j'imagine, aussi pour vous d'avoir obtenu ce regard de votre fille sur votre parcours de vie. Je passe la parole à notre collègue qui est en visioconférence, Marie-Pierre Monnier. Bonjour madame. Quel courage il vous a fallu déjà pendant toutes ces années. Et puis le courage de vouloir écrire ce livre. Moi, j'aimerais savoir comment vous est venue l'idée. Est-ce que c'est M. Arcelin qui est venu vous chercher ou bien est-ce que c'est vous qui vous avez dit ou c'est lui qui a dit que c'était important pour vous de témoigner, d'offrir un témoignage. Et je crois qu'il est important de quelqu'un qui a vécu ça, de le dire avec ses mots ou de permettre à quelqu'un de l'écrire avec vos mots. C'est important de le faire connaître, ce témoignage, parce que c'est pas des gens qui sont extérieurs au système, c'est quelqu'un qui l'a vécu et en effet ça portera auprès certainement des jeunes. Tout à l'heure Laurence Cohen a parlé de survivante. Moi je voulais savoir comment vous avez pu survivre toutes ces années, qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes sortis, parce que vous avez dit certaines sont mortes sur le trottoir, vous non, vous êtes toujours là. Alors, j'aimerais savoir. Et ensuite il y a 3 questions alors. Oui.
Je vais reposer pour Arlette. Oui. Je vous en prie. Et la troisième question? Le passage à la retraite, comment ça se passe? Puisque là, voilà. Actuellement, je touche 270 € par mois. C'est pas très facile. C'est heureusement que j'avais un peu d'économie. Mais c'est très bien. Là, maintenant, je suis à la retraite. Mais vous savez, parfois, moi, j'ai toujours des cauchemars la nuit parce que j'ai eu une vie tellement violente et souvent, j'ai des cauchemars encore la nuit de ce que j'ai subi. Vous voyez, mais la retraite, ça se passe formidablement bien. Voilà. Tu n'as pas de retraite, quoi. Ben non, je touche 270 €, c'est pas normal. Parce que je m'étais marié et je n'arrive pas à avoir la reconversion de sa retraite. C'est fou, ça. Mais mis à part ça, les femmes prostituées n'ont pas de retraite. Mais les femmes, pourquoi les femmes prostituées se prostituent pendant... Parce qu'on n'a rien, on n'a pas de retraite, on n'a rien, quoi. Une grande Vous précarité. voyez, une grande précarité. C'est pour ça qu'il y en a... Moi, j'en ai connu une, il meurt sur le trottoir. Parce que... Et comment tu as survécu, alors? J'ai survécu quand... Comment tu as survécu à tout ça? Quand il est mort, il fallait que j'aie de l'argent. Heureusement que quand il est mort, j'ai dit je suis obligé de continuer à travailler, sans ça je vais être dans la misère. Et la question de madame, oui. C'est comment tu es toujours en vie à 77 ans? Comment je suis toujours en vie? C'est ta nature, en fait. C'est une nature très forte. Oui, c'est ma nature, mais j'aurais dû être morte plusieurs fois. Vous savez, j'ai tellement pris de coups que il m'a même tiré dessus. Vous voyez, et je me suis ma dernière chose, je me suis fait agresser dans mon studio. Ouais. Et oui, on avait commencé le livre. Oui, je me suis fait agresser, je me suis fait braquer. Il a frappé, j'ai ouvert, moi, comme une idiote, et il était avec un film sur le visage, et il m'a braqué, il m'a dit, tu me donnes ton argent ou je tue ton chien. Mais j'ai un petit chihuahua, elle s'est cachée en dessous du lit, mais moi, je me suis battu, quoi. J'avais des mains, elles avaient triplé de volume. Et il a voulu m'étrangler avec mes deux jambes, j'ai encore mal dans la cuisse droite d'ailleurs. J'ai réussi à le faire valdinguer. Et après, j'ai tellement crié, il a eu peur, il est parti en courant. Il s'est fait arrêter. Il vient d'être jugé, il a pris 1 an ferme et 2 ans de mise à l'épreuve. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve que juste sur après, on reparlera du livre. Ouais. Arlette a une nature extrêmement forte et elle a une nature très solaire, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. C'est vraiment une nature presque surnaturelle. Je trouve que par rapport à... Et si c'est vraiment une résiliente, alors dans ce destin sombre, il y a peut-être une bonne étoile, justement. Et pour ceux qui ont lu le livre, c'est vrai, c'est la carte azur que sa mère lui prédisait parce qu'elle était cartomancienne. Ouais. Et c'est peut-être ça, en fait. Peut-être que c'est maintenant qu'elle va avoir un peu de soleil et qu'elle va porter ce message de prévention parce que ce qui est important aussi, c'est ça donne du sens à sa vie. Ouais. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Oui, ça. Oui. Après, on peut parler de la naissance du livre. C'était ça aussi la question au début. Oui. Est-ce que tu as eu l'idée de ce livre ou c'est lié à notre rencontre? Non, j'aurais toujours. Je voulais toujours écrire, je voulais écrire ma vie, mais je ne l'aurais pas publié. Je me disais au moins quand je vais mourir, ma fille, elle va voir tout ce que j'ai vécu et elle comprendra. Vous voyez, mais heureusement, je l'ai rencontrée et donc voilà. On s'est rencontrés rue Saint-Denis. Oui. Et moi, en fait, au début du livre, j'ai assisté pas très loin d'ici, là, on est à Cannes, à une scène, à une interpellation d'une jeune prostituée noire. Vers minuit, je rentrais du bord de mer et cette scène, cette interpellation par 4 personnes de la police municipale, je l'ai trouvée totalement indigne.
Et cette jeune femme terrorisée, parlant à peine français, je suis intervenu, m'a beaucoup choqué. Et je me suis dit, la pire misère est au coin de la rue. Elle est pas, c'est pas la peine d'aller à l'autre bout du globe. Et cette scène est restée en moi. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que tu racontes le destin d'une femme prostituée. J'ai cherché mon héroïne. J'ai écrit à des associations. Il faut savoir que personne ne parle. J'ai reçu aucun retour, rien. On m'a pas dit, oui, il y a telle personne qui souhaiterait raconter sa vie. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait un samedi après-midi, le 31 août 2019, cette scène, on l'a décrit dans le livre. J'ai fait la rue Saint-Denis pendant plusieurs heures. Je me suis fait conduire assez sèchement. Il faut savoir que ce sont des femmes qui ne parlent pas. Donc ce témoignage, c'est pour ça, est assez rare. Et moi, je faisais mon petit laïus. J'ai vendu tant de livres. J'ai écrit pour Charlotte Ballandré, pour Sylvia Christel. Enfin, j'ai essayé de me vendre pour essayer de donner envie. Et je me faisais tout le temps envoyer sur les roses. J'en avais même une qui m'a dit, ouais, c'est ça, moi, je suis la reine d'Angleterre. Et donc, vers 18h, Arlette est sortie de chez elle. Et elle est apparue, pas directement dans la rue, un peu en retrait, sur un tabouret haut. Elle se prostituait. Je l'ai rencontrée sur son lieu de travail. Et ça a été un coup de cœur. Voilà. Ça a été, tu m'as regardé. Oui. Elle m'a scanné comme ça. Oui. Et elle m'a dit, ben viens, je t'offre une bière et on va en parler. Et c'est comme ça que le livre a commencé. Voilà. Ouais. C'est assez. Et après, il y a plein de coïncidences. C'est que la vie cachée d'Arlette était sur la Côte d'Azur, pas très loin de chez moi. Que ma mère est née en 43. Et en écrivant ce livre, j'ai souvent été bouleversé. Mais pas. Je pensais à ma mère et je sais que ma mère a pas du tout eu une vie comme ça. Je crois qu'elle a connu que mon père, mais elle a connu tout cet impératif de virginité dans les années 60, de se marier quand on était enceinte, et une forme de maltraitance. Et j'étais très surpris d'être bouleversé en pensant à ma mère alors que j'écrivais La vie d'Arlette. C'est pour ça que je trouve que c'est un livre qui parle beaucoup, je pense, aux femmes qui sont nées dans ces années-là aussi, et ensuite à toutes les femmes qui vivent dans la peur, dans l'emprise d'un être mauvais. C'est comme ça arrive à beaucoup. Mais la bonne nouvelle quand même, parce qu'il y a une bonne nouvelle, et parce que moi, à chaque fois, on a fait plein d'entretiens, chaque fois, je ramenais Arlette, rue Saint-Denis, et ça me serrait le cœur, vraiment, de la laisser dans ce studio. Vraiment, j'avais souvent... j'étais bouleversé de la laisser, j'avais l'impression de l'abandonner. Et la bonne chose, c'est que quand même, Arlette ne se prostitue plus. Et ça, c'est quand même, on peut le dire, c'est grâce au livre. Et là, j'ai été invité à dîner par sa fille. Et c'est une idée magnifique. Et rien que pour ça, pour cette réconciliation, pour cette compréhension, parce que Arlette, très souvent, me disait, tu sais, si ma fille apprend, elle ne parlera plus jamais. Et c'était une peur, et que sa fille réagisse avec autant de sensibilité, autant d'intelligence, c'est vraiment magnifique. Merci pour ces réponses. Alors, je vais passer la parole à Micheline Jacques, qui est en visio. Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur, permettez-moi de vous remercier infiniment pour ce témoignage qui est vraiment très, très, très poignant, qui m'a émue, puisque vous êtes aussi un peu de l'âge de ma maman. Donc, et je rejoins parfaitement ce que disait Monsieur Jean Arcelin sur toute cette éducation à l'ancienne. Et ce que vous disiez aussi concernant le fait que vous étiez vraiment innocente à l'époque et où on ne vous avait pas donné des informations, ne serait-ce que sur votre corps, le fonctionnement de votre corps. Je rejoins aussi Madame Cohen et je suis très attachée à l'éducation et à la prévention et je trouve magnifique ce que vous faites. Donc j'aimerais dire à Monsieur Jean Arcelin qu'en fait, il est votre petite étoile que vous avez rencontrée et que ce serait peut-être intéressant de pouvoir réaliser un petit documentaire sur votre vie, mais un documentaire à visée pédagogique qui pourrait être utilisé dans tous les collèges pour sensibiliser ces jeunes. Parce qu'il est vrai que même si nous, enfin,
des pédagogues, des enseignants en parlent, il y aura moins d'impact qu'une personne qui l'a vécu, qui est passée par toutes ces épreuves. Et je pense que votre histoire, bon, elle a été dramatique, mais quelque part, elle servira l'intérêt général, parce que je reste persuadée qu'on ne peut pas rester insensible à ce que vous avez vécu, à votre histoire, et que vous allez forcément bouleverser la vie de beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas cette réalité. Et je vous rejoins quand vous me dites les réseaux sociaux, la télé-réalité. On vit dans un monde, on leur fait miroiter quelque chose de très facile, quelque chose de très futile, et les valeurs qui sont les valeurs de base, on ne les met pas assez en avant. Et franchement, vraiment, merci infiniment. J'en suis toute retournée. Et vous me donnez encore une force énorme, c'est-à-dire l'envie d'aller dans les collèges. Je suis ultramarine, je suis en direct de la Martinique, et en fait, ça me donne envie d'aller dans les collèges en disant, voilà, j'ai un projet à vous proposer. J'ai rencontré une femme exceptionnelle aujourd'hui qui m'a complètement bouleversée, et d'aller travailler sur cette problématique et de vous faire connaître aussi, parce que c'est quand même, je trouve que vous avez été extrêmement courageuse. Je peux comprendre aussi, c'est magnifique que votre fille, elle puisse avoir cet élan vis-à-vis de vous. Et heureusement, comme je disais que M. Arcelès était votre étoile, c'est qu'il vous a permis aussi de redécouvrir votre fille et de ne pas permettre, elle aurait eu beaucoup de regrets après votre décès, d'apprendre la vie que vous avez menée et tout ce que vous avez vécu. Et franchement, vous le méritez largement. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci, chers collègues. Merci, madame. Merci. Ultramarine, oui, je pense que c'est dans les Antilles. Ah, donc vous êtes dans les Antilles. Oh, mais j'ai connu beaucoup de prostituées martiniquaises. Il y en avait pas mal aussi, j'en ai connu beaucoup. Il faut nous inviter, on viendra avec plaisir. J'en ai connu pas mal. Et puis il y en a toujours. Merci à notre collègue Micheline Jacques, et vous voyez, ce témoignage était important. Je cède la parole à encore 2 intervenants, donc je vais les prendre à suivre, comme ça vous permettra, puisqu'il n'y avait pas forcément de questions dans l'intervention de notre collègue Micheline Jacques. Je vais céder la parole à Martine Filleul, et tout de suite après à notre collègue Marc Laménie, et je vous laisserai répondre s'il y a des questions ou si c'est juste des déclarations d'amour. Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur, je voulais vous dire à mon tour que j'avais été très émue par vos témoignages à tous les deux, et par l'aventure que vous avez eue ensemble, en quelque sorte. C'est très touchant, très émouvant. Mais moi, il y a un sujet qui m'interroge et m'émeut et m'inquiète à la fois. C'est le fait que votre aventure, Madame, est une aventure où apparemment, vous avez été toujours solitaire. On a l'impression qu'à aucun moment de votre vie, il n'y a eu une main tendue. Il n'y a eu une association, il n'y a eu aucun service public, aucune police, aucune gendarmerie. Mais non, vous étiez parisienne, ce n'est pas possible. Pour vous tendre la main et pour vous aider à sortir de cet enfer que vous décrivez. Est-ce que c'est réellement ça que vous avez vécu ? Écoutez, il n'y a jamais personne, même j'ai pris tellement de coups, j'allais au médecin, et le médecin, il me disait simplement, il faudrait peut-être que tu restes pas avec cet homme-là, parce qu'un jour, il va te tuer. Mais c'est tout, il m'a jamais... Aller à la police, j'avais tellement peur, il m'aurait tué, puisqu'il m'a déjà tiré dessus. Alors, aucune association m'a jamais aidé, personne. Personne ne m'a aidé. Même, on me voyait avec des coups, vous voyez, j'ai eu l'arcade. Tu avais même été embêté par le policier, gros GG. Et la police, à cette époque-là, en fin de compte, il y en avait un, il n'arrêtait pas de me dire, t'as pas... Parce qu'on était emballés, quand j'ai commencé, on allait à Saint-Lazare. On passait la journée au poste de police, et après, le panier à salade venait nous chercher, il nous montait à Saint-Lazare. Et puis, il y avait un des flics, il n'arrêtait pas de m'embêter. T'as pas de culotte. J'ai toujours eu des culottes. J'étais vraiment... Et un jour, j'ai acheté des lames. Je lui ai dit, tu sais, et je me suis ouvert.
Et après, ça a été terminé. Il m'a pu... mais que tu fais comme connerie je lui dis, tu m'embêtes tellement. J'étais tout le temps après moi, tout le temps. Et après, il m'a plus embêté. Mais vous savez, si je racontais vraiment ma vie, le livre, ça serait 3000 pages. Je peux vous dire. Oui, il n'arrêtait pas, il sans arrêt. T'as pas de culotte, montre-moi tiens, je touche tes seins, je te fais ci. Ça, c'était la police, oui. C'était la police, pourtant. C'est vrai que tu as été très seul. C'était le gros René. Et j'étais très seul. Personne ne m'a jamais aidé. Personne. Et vous savez, la scène à laquelle j'ai assisté il y a 2-3 ans, dans la rue à Cannes, me fait comprendre pourquoi beaucoup de prostituées n'ont pas à la police dire « s'il vous plaît, aidez-moi ». Là, il y a aussi, je pense, je ne fais pas de généralité, il y a sûrement des policiers formidables, mais je pense qu'une femme prostituée n'a sûrement pas le réflexe d'aller voir la police. Bah oui. Et j'espère que les choses ont changé depuis les années 60, où la police était cliente, était corrompue, touchait des enveloppes, des hôtels, etc. Tout ce qu'on explique un peu dans le livre. Bah oui, puisque... Mais voilà, il y a aussi peut-être un travail d'éducation des forces de l'ordre. Moi, il y a une chose qui me surprend juste par rapport à cette jeune femme africaine. Je sais qu'il y a beaucoup de prostituées étrangères. Alors, ce sont des réseaux. Et c'est comment est-ce qu'on ne... il faut savoir que je pense à peu près 80% de ces femmes se prostituent sous la contrainte. Donc, il faut savoir qu'il y a 40 000 à peu près personnes prostituées en France. 80%, ça fait, mettons, 30 000 femmes en France qui vivent en état d'esclavage, et ça ne dérange personne. C'est-à-dire que la prostitution existe, on va pas tous les deux arrêter la prostitution, mais que la prostitution forcée existe encore en 2021, ça pour moi, je trouve ça inacceptable. Voilà. Et que ces femmes, cette jeune femme que j'ai vue, j'imaginais dans son destin partir de son Afrique, elle parlait à peine français. On lui a dit, tu verras, comme on a dit à Arlette, Paris, c'est magnifique. Tu verras, la France, c'est formidable. Et se retrouver là à minuit sur un trottoir à moitié nu en plein hiver. Mais je ne sais pas, là, il faudrait effectivement, plus que la police, un service de prévention qui accueille ces femmes, qui les entoure, qui les garde, qui leur donne des papiers. Voilà, je ne sais pas comment on peut encore tolérer qu'il y ait 30 000 femmes en état d'esclavage en 2021 en France, pas au Bangladesh. Alors, tout à fait. Donc c'est vrai que la réunion que nous avions à 9h faisait écho à la table ronde que nous avions organisée il y a quelques semaines sur l'application de la loi prostitution pour mettre fin à la prostitution. On le voit, cette loi n'est pas mise en application et c'est une partie de la réponse à votre intervention. Aujourd'hui, un quart des départements qui auraient dû installer les commissions départementales en préfecture n'ont pas installé ces commissions dans les départements, ces commissions qui, normalement, auraient en charge la sortie de la prostitution, l'accompagnement de ces prostituées. Donc c'est vrai que c'est un sujet, la loi a été très difficile et certains autour de la table, sénateurs ou sénatrices, ont connu toutes les étapes. Ça a été très long. Notre collègue Laurence Rossignol rappelait tout à l'heure que ça a épuisé plusieurs ministres d'ailleurs, puisque ça a mis tellement de temps, puisqu'il y avait de vraies réticences. Donc la société, en général, la loi n'est pas appliquée parce qu'il n'y a pas de volonté politique, parce que la loi n'était pas forcément souhaitée, c'est-à-dire que ce régime abolitionniste n'était pas souhaité, qu'une partie encore de la population estime que la prostitution peut être heureuse. Or, il n'y a pas de prostitution heureuse. Je vais laisser la parole à notre collègue Marc Laménie qui avait demandé la parole. Et ensuite, je pense qu'on pourra mettre un terme à cette belle rencontre. Et donc, Marc Laménie, notre collègue membre de la délégation, qui vous interpelle. Merci, merci Présidente, et merci beaucoup Madame et Monsieur de vos témoignages empreints de beaucoup de vérité et sincérité surtout. Alors je n'ai pas lu votre livre, mais j'en ai eu connaissance dans le journal local du département des Ardennes, puisque je crois que vous aviez des attaches en
Belgique, je représente les Ardennes, mais je suis du nord des Ardennes, à la frontière belge, et donc j'ai vu l'article de journal, et je lirai aussi votre livre. Et donc, alors moi j'ai quand même deux interrogations, et vous avez tout à fait raison de parler, monsieur, vous dites le terme banalisé, oui, le danger il est là. Le danger d'Internet, vous l'avez rappelé, madame, puisque maintenant ce sont d'autres formes de prostitution, très différentes de ce que vous avez vécu. Mais le phénomène 30 000 esclaves, vous l'avez dit, monsieur, mais moi la question, vous avez vécu un enfer, il faut le dire, mais à un moment donné, et vous êtes retrouvée toute seule, c'est la question aussi de notre collègue liée aux forces de sécurité qui peuvent aussi aider. Et malheureusement, vous êtes retrouvée toute seule face à la violence, face à un individu violent. Mais de l'autre côté, y avait-il pas... vous avez sûrement essayé d'arrêter ou vous en sortir pour se détacher du tortionnaire, en quelque sorte. Donc ça, c'est un petit peu ma question. Puis de l'autre côté, et ça, c'est la difficulté, on le partage souvent pour la prévention, les témoignages dans les établissements scolaires, vont partir les collèges en particulier, mais c'est vrai que le monde de l'éducation nationale, c'est aussi très très compliqué pour faire intervenir des intervenants. Nous, ça nous arrive d'intervenir aussi pour parler, exemple, des institutions ou autres, mais c'est franchement pas évident non plus dans les programmes de l'éducation nationale. Mais c'est sûr qu'en termes de prévention, puis il y a aussi vos témoignages qui peuvent être utiles aussi au niveau des associations, parce que on le sait bien, on en parle souvent avec la présidente Annick Bion et les collègues, tous les bénévoles qui œuvrent dans des associations, je dirais, pour faire aussi de la prévention. Mais donc moi c'est un petit peu mon interrogation, comment aussi pouvez-vous, comment on peut témoigner, quoi. C'est là la difficulté, parce que malheureusement c'est des sujets de société fondamentaux mais qui restent malheureusement encore tabous. Voilà, merci beaucoup et merci sincèrement de vos témoignages. Ah oui, non mais c'est vrai. L'idée du documentaire, je pense, est une très bonne idée. Faire un documentaire pédagogique, parce que Arlette ne pourra pas passer dans tous les établissements scolaires, mais faire un documentaire, c'est vrai, pédagogique à visée de prévention, en expliquant vraiment ce que c'est que la prostitution et les dangers, avec ta voix, ça pourrait être une très bonne idée. Je vois que ça, effectivement, comme outil de prévention. Ensuite, monsieur a posé la question sur quand tu as essayé de sortir de la prostitution. Tu sais, quand ton mari est en prison, tu peux répondre parce que mon mari m'avait vendu, vous savez, mais là, un Allemand, mais qui avait tous les gros électroménagers très, très, très riches, et il est allé porter plainte, ils sont allés en prison, lui et son cousin. Mon mari, il a pris 18 mois et son cousin 1 an. Et là, je suis sorti de la prostitution, je travaillais aux Galeries Lafayette, au service par correspondance. Et même là, tu t'es fait... Et même là, contre-maître, il n'arrêtait pas non plus de me harceler. Mais à cette époque-là, on ne disait rien parce que... on disait rien parce qu'on avait tellement peur de perdre son travail qu'on ne disait rien. Et il disait, te fatigue pas. Et c'était... Bah oui, je travaillais aux Galeries Lafayette, mais par contre, j'avais plein de copines, elles étaient sympas, il y avait une bonne ambiance, j'étais contente. Mais ça n'a pas duré, malheureusement. Ça n'a pas duré, mais parce que tu as été forcé par le cousin. Il a menacé. J'ai été forcé par le cousin. Bien sûr, le cousin, c'était le pire de tous. C'était le pire, lui. C'est-à-dire qu'elle a été... la réponse, c'est dans le livre. C'est que c'est d'ailleurs un passage difficile, c'est que elle enchaîne, elle essaie de s'en sortir, elle enchaîne même, tu fais même des ménages, mais elle est toujours harcelée sexuellement, même dans la vie civile. Et le cousin, qui est peut-être le pire de tous, le mari, envoie 2 hommes pour la forcer et ils m'ont violé, j'ai toutes les brûlures sur le dos, ils m'ont brûlé avec les cigarettes. Donc, j'ai voyé mon épaule. On retrouve la stratégie de la... non, mais là, c'est... De la peur. Mais
Mais quand je travaillais, vous voyez, quand j'avais 14 ans, je travaillais à l'usine. Moi, j'ai été heureuse comme ça. J'aimais bien. J'ai toujours aimé travailler, moi, de toute façon. Vous savez, chez nous, on travaillait depuis qu'on est petit. Hein, vous avez commencé à la campagne, là. On travaillait à 5-6 ans. On allait bêcher le jardin. On allait, oh là là. Hein, on a arrêté, on a toujours beaucoup travaillé. Eh bien, écoutez, merci vraiment pour ce témoignage. Je témoigne aussi que vous avez toujours aimé travailler, puisque dans le livre, vous racontez dès le début comment vous vous êtes occupé de vos frères, puisque vous aviez déjà une mère assez défaillante. Moi, je vais retenir de cette très belle audition les 3 éléments déjà que vous avez signalés, Monsieur Arcelin. L'abus sexuel, c'est vrai que quand j'ai fini le livre, moi j'ai dit cette Linda, cette Arlette, cette Paulette, madame, elle coche toutes les cases de tous les sujets. C'est-à-dire un abus sexuel, jamais la reconnaissance d'avoir été victime de cet abus sexuel. Du coup, le corps, du coup, une injustice profonde, ça démarre avec une injustice profonde. La vulnérabilité, oui, parce que votre famille n'a pas été là non plus en soutien à des moments, puisque vous avez dû assister ensuite à des cérémonies religieuses où ce prêtre qui vous avait abusé était présent. Donc c'est de profonde injustice. Cette vulnérabilité et ces mauvaises rencontres, et comme le soulignait notre collègue Martine Filleul, à aucun moment, et j'espère que les choses ont changé pour toutes ces femmes qui se prostituent encore, à aucun moment la société a été en capacité de vous apporter un soutien, que ce soit un soutien associatif, un soutien sécuritaire avec les forces de police, de gendarmerie, ou un soutien de la part de la justice s'il y avait eu enfin une action en justice. Je retiendrai aussi de votre livre toute cette générosité que vous avez déployée tout au long de votre vie. Et lorsque tout à l'heure, un sénateur vous a demandé qu'est-ce qui vous a fait tenir, je pense que c'est cette générosité qui vous a toujours animé, et c'est-à-dire que vous avez toujours cherché ce qu'il y avait de beau. Et chercher ce qu'il y avait de beau, c'est-à-dire que on ne l'a pas évoqué, mais vous avez été avorté plusieurs fois également, dans des conditions, comme vous l'imaginez, à cette époque-là, extrêmement difficiles. Et lorsque vous perdez cet enfant, eh bien, vous avez ce chien qui va vous accompagner et à qui vous allez dispenser énormément d'amour. Donc, énormément de générosité, et je veux me persuader que c'est ce qui vous a fait tenir, parce que vous avez fait du bien autour de vous aussi. Vous avez vécu des choses terribles, mais malgré tout, vous avez réussi à faire du bien. Vous êtes une survivante, on vous a parlé tout à l'heure d'un documentaire, et lorsqu'on parle de survivants, moi je vais faire un écho à une situation en Vendée, c'est-à-dire qu'en Vendée, il y a un an, il y a un rescapé des camps de concentration qui est décédé, et qui est décédé à plus de 90 ans, et qui a, avec l'aide de ses enfants, témoigné dans toutes les écoles, avec sa page Facebook, etc. C'est devenu une vraie star dans les collèges et les lycées, parce qu'il a témoigné de l'histoire de France et de la terrible histoire de France de cette époque-là, puisqu'il avait été déporté. Donc, vous êtes une survivante. C'est vrai que votre témoignage est important, et je vous en remercie. Également, peut-être rappeler ce qui a été pointé du doigt par les collègues et par vous-même, la banalité de la sexualité aujourd'hui, la pornographie, la télé-réalité, la banalisation de la vulgarité, la perte de valeur et la fragilité, vulnérabilité psychologique. Il n'y a pas de prostitution sans violence, il n'y a pas de prostitution heureuse. Et c'est vrai qu'il faut réussir à sauter cela de la tête. Il n'est pas acceptable, oui, Monsieur Arcelin, qu'aujourd'hui, près de 40 000 femmes et hommes d'ailleurs se prostituent en France. C'est de l'esclavage, c'est de la traite d'humains. Il faut qu'on réussisse à y mettre fin, mais sachez quand même qu'il y a des blocages, puisque la volonté politique n'est pas là. Donc nous, à la délégation aux droits des femmes, on va continuer de travailler sur ce sujet-là. C'est un sujet qui nous mobilise.
C'était pour cela qu'on s'était réunis ce matin à 9h pour voir comment on va pouvoir, nous, au niveau de cette délégation, faire bouger les choses, faire bouger le gouvernement pour qu'enfin la loi s'applique. Je vais vous citer tout à l'heure en vous écoutant, alors je ne sais plus à quel moment c'était, j'ai pensé à une citation qui est la devise du village de mon mari en réalité, et je trouve qu'elle s'applique très bien à vous-même. C'est chaque jour je renaîtrai. Eh bien, je pense que vous nous avez donné une belle leçon de vie, madame, ce matin, puisque chaque jour, malgré toutes les violences, toute la difficulté de votre vie, tous les coups que vous avez pris, eh bien, vous êtes là aujourd'hui devant nous à témoigner de manière humble aussi, avec beaucoup d'humilité. Et vraiment, on vous en remercie parce que j'ai senti de l'émotion aussi chez nos collègues qui vous ont interpellé. Et c'est rare aussi qu'il y ait de l'émotion comme ça en direct au Sénat. Et c'est important qu'il y en ait parce que ce sont des sujets graves. Merci à vous deux vraiment. Et je vous souhaite à tous les deux une belle journée azurée. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes. Oui, merci. Belle journée. Et si vous deviez vous lancer dans un documentaire, n'hésitez pas à nous donner les suites qui seront données. Belle journée azurée à tous. Merci. Merci infiniment. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.